Hello, moi c'est Marianne. J'accompagne et j'enseigne depuis des années à des personnes en recherche de réponses, guidance et libération. Grâce à mes capacités médiumniques, mes connaissances en tarot, chamanisme et astrologie, j'utilise les outils qui me passionnent pour venir révéler les messages de l'âme. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on réponde à cette question ensemble. Pourquoi une relation saine peut être la plus challengeante ? On est en pleine saison de la balance, qui est le signe lié à l'harmonie, l'équilibre et au rapport aux relations. Et je pense que c'est le bon moment pour pouvoir aller plus en profondeur sur ce sujet qui me passionne tant, pour celles et ceux qui le savent. Vous savez que c'est vraiment ma thématique préférée. Étant chemin de vie 6, le relationnel, c'est vraiment ce qui m'anime profondément. C'est le domaine dans lequel j'ai dû relever le plus de défis et qui m'a activé le plus de blessures et qui m'a permis aussi de grandir et évoluer. D'ailleurs, j'ai fait un réel sur le sujet cette année, qui a été l'un des réels qui vous a le plus plu. J'ai eu plus de 400 000 vues et plus de 4500 likes. Et je me suis dit que ça serait intéressant de venir approfondir un petit peu plus ce sujet. Avant de vraiment aller au fond de cette problématique et de vous partager du coup mon point de vue sur les relations saines, j'aimerais vous apporter un peu plus de contexte pour que vous puissiez mieux comprendre mon cheminement, vous raconter brièvement en fait mon histoire et ce qui m'a amené à comprendre ces enseignements en fait sur les relations saines qui arrivent après les relations néfastes. Peut-être que certaines d'entre vous pourront se retrouver dans mon histoire. Et je préfère employer le mot néfaste que toxique, car je ne pense pas que les relations soient toxiques, mais plutôt que l'on active dans ce type de relation des comportements néfastes pour nous-mêmes et pour l'autre. Donc voilà, je préfère employer ce mot-là. J'ai grandi dans un contexte familial particulier, des parents qui se sont séparés très tôt. Je n'avais que 3 ans et j'ai principalement grandi dans un foyer monoparental avec ma maman. Ils ont fait de leur mieux pour que je puisse ne manquer de rien et assurer ma sécurité, mettant alors en priorité leur travail. Et étant fille unique, j'ai donc rapidement été confrontée à la solitude. J'allais de droite à gauche pour qu'on puisse me garder pendant que mes parents travaillaient. Ma mère m'a même rappelé un souvenir d'enfance où, avant de m'emmener chez les différentes nounous, je lui disais « Maman, je vais où aujourd'hui ?» Et du coup, en grandissant, j'ai dû m'assurer de prendre des responsabilités tôt pour que ce soit plus facile pour eux à gérer. Ce contexte m'a fait grandir rapidement et surtout sortir vite du monde de l'enfance pour faire face au monde des adultes où on doit apprendre à gérer avec ce qu'on a, ce qui laissait clairement peu de place pour le développement émotionnel d'un enfant. Je devais gérer mes émotions seule et étant un enfant hypersensible, j'ai dû bâtir un masque bien solide pour pouvoir tenir le coup. En clair, en tant qu'âme, j'ai choisi les parents parfaits, le contexte familial parfait, qui allait venir activer mes blessures profondes, celles de l'abandon et du rejet. Je sais qu'en disant ça, certaines personnes pourraient avoir du mal à voir cette perception-là des choses, surtout si elles ont grandi dans un foyer familial compliqué et pour celles et ceux aussi qui ont un lien avec leurs parents qui est particulier. Mais c'est profondément ce que je pense et ressens. Et justement, c'est souvent ce parent qui nous active le plus, qui est la porte d'entrée en fait vers notre propre transformation intérieure. Parenthèse fermée. En grandissant, j'ai continué à jouer l'enfant modèle pour pouvoir éviter toute surcharge à mes parents. Même à l'adolescence, en fait, ma préoccupation principale, c'est d'avoir des bons résultats scolaires. Ok, il y avait quelques amourettes, mais j'arrivais pas vraiment à m'attacher ou à tomber amoureuse. Et au moindre petit faux pas de mes partenaires, ou dès que ça devenait un petit peu trop sérieux, je fuyais. Parce que pour moi, montrer ma vulnérabilité, c'était faire tomber ce masque qui était si bien façonné, donc c'était hors de question. J'avais bien trop peur qu'on sache qui j'étais. Et j'ai réellement expérimenté mon premier coup de foudre amoureux à la fac. Cette rencontre n'était pas comme les autres, elle m'a mise à nu et m'a prise au dépourvu. Une relation certes intensément forte en joie, mais également en peine. Ça a été les montagnes russes. Cette relation a révélé pour la première fois toutes ces blessures de l'enfance qui étaient bien enfouies, révélant du coup mes parts d'ombre, mes peurs les plus intenses, comme la dépendance affective, la jalousie, la possessivité, ce côté sauveuse, et j'en passe. Puis évidemment, cette relation s'est terminée par une trahison et une fuite,
activant alors ma plus grande peur du coup d'être abandonnée et d'être rejetée. Et c'est là en fait où j'ai plongé directement du coup dans une belle nuit noire de l'âme, les profondeurs de mon être. Du coup, en réalité, c'est grâce à cette relation où j'ai pu rencontrer cet enfant blessé. Et c'est là où le masque est tombé. Ce que j'avais enfoui depuis toutes ces années s'est révélé. C'est aussi là où ma médiumnité s'est réactivée et où mon cheminement vers l'éveil a pu réellement débuter. Je vous expliquerai dans un prochain épisode le processus réel de cet éveil, mais à ce moment-là, j'avais 20 ans et tout était revenu. Les années qui ont suivi ont été fortes en apprentissage, processus de guérison, libération émotionnelle. Clairement, je savais qu'à ce moment-là, si je trouvais pas la force de me sauver moi-même, je resterais un long moment comme ça. Du coup, j'ai fait tout ce qu'il fallait en quelque sorte pour pouvoir reconnecter à celle que j'étais et venir dépouiller en fait ces masques, ces craintes, ces peurs, progressivement. Et avec le recul, je remercie cette relation car elle a été le miroir idéal. La bombe qui a permis de continuer ce détachement de mon ancienne identité, car en réalité, nos relations sont le miroir parfait de ce qui se joue en nous. Comment aurais-je pu me rendre compte de tout ce qui vivait en moi et qui demandait à être guéri si je n'avais pas projeté ces peurs et insécurités à l'extérieur? Comment aurais-je pu comprendre ce qu'était réellement l'amour si je n'avais pas vécu ce total désamour envers moi-même et cet attachement aussi et cette possessivité aussi? Nos relations sont le miroir de ce qui se vit en nous. Alors oui, l'ego va nous rassurer en nous disant que c'est la faute de l'autre, que l'autre est responsable de notre souffrance, mais en réalité, quand on pointe notre doigt vers l'autre, regardez votre main. Il y en a 3 qui pointent vers vous. Pourquoi ? Car ce que nous voyons chez l'autre est le reflet de ce qui demande à être guéri en nous. Cette personne qui a pu nous trahir, possible en fait qu'on se soit trahi soi-même avant, en acceptant l'inacceptable. Cette personne qui nous a abandonnés, quelle part de nous-mêmes avons-nous aussi également abandonné pour cette personne ? Si cette personne nous a menti, où est-ce qu'on s'est menti à soi-même ? En fait, l'autre, il agit comme un activeur de l'inconscient pour ramener à la conscience les schémas et scénarios que l'on répète. D'ailleurs, souvent, prenez le temps de voir, pour votre cas, mais on va attirer à nous les partenaires qui peuvent représenter l'archétype d'un de nos 2 parents, venant guérir aussi le lien à ce parent-là. Et en guérissant le lien à nos parents, en réalité, on guérit le lien à nos polarités intérieures, le masculin, le féminin, le yin et le yang. Tel est le jeu de cette dualité. On divise, on expérimente ces polarités-là de différentes façons, sous différents visages, pour revenir à l'union complète en soi-même et ensuite, après que chacun ait trouvé cette unité en soi, pouvoir le partager avec l'autre dans l'équilibre. Et c'est là où on rentre dans le vif du sujet. Pourquoi la relation saine est la plus compliquée ? Car après avoir trouvé cet équilibre en soi, après être rempli à nouveau et reconnecté à notre valeur et amour-propre, on arrive à un point où nous sommes si bien avec nous-mêmes, on a retrouvé cette complétude en soi, on a compris que notre bonheur ne dépend plus de l'autre et on est du coup dans un total lâcher-prise, car on sait qu'on n'acceptera pas moins que ce qu'on mérite et on a la certitude que la bonne personne arrivera au bon moment. Tout le cheminement commence par là. Et quand cela est bien ancré, c'est là où le divin nous fait alors rencontrer la personne qui viendra ancrer cette union sacrée dans la matière. On se voit alors attirer d'autres types de partenaires. Ils ne sont plus fuyants ou indisponibles émotionnellement. Ils savent ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas et connaissent leurs valeurs. Ils sont prêts tout autant à donner et à recevoir, à se battre et investir dans cette relation à la hauteur de ce qu'on est prêt également à donner. Ils reflètent en réalité ce que nous nous donnons en fait à nous-mêmes. Mais au départ, quand on commence à se relationner, cela peut nous sembler nouveau et déroutant. Quand on a été programmé pendant longtemps qu'il n'y avait que dans le chaos qu'on pouvait trouver du réconfort ou être aimé, on vient redécouvrir un nouvel état d'être et de vivre, une sérénité si belle qu'elle peut aussi nous perturber. Notre corps se régule, il se sent en sécurité, apaisé et en harmonie, et on comprend enfin que l'amour n'a
pas besoin de détruire pour nous faire grandir et nous révéler. Et du coup, cette fois-ci, l'autre va aussi activer ses blessures anciennes, sauf que il y a un système de défense qui a pu s'installer suite au passé. Et quand cette bonne personne arrive, même si c'est sain, ces mécanismes peuvent se réactiver parce qu'ils sont devenus familiers. Le miroir que l'on va voir sera totalement différent par contre. Cette personne saura montrer sa vulnérabilité, elle saura être à l'écoute et s'ouvrira aussi avec honnêteté. Elle ne jugera pas ce par quoi nous sommes passés, et cela pourrait aussi réveiller plusieurs types de comportements à équilibrer. Le premier comportement, c'est la culpabilité. On pourrait ressentir qu'on est encore abîmé, trop marqué par le passé et se demander est-ce que je suis vraiment prête à recevoir ou même à rendre autant d'amour après avoir vécu tout ça. On a tellement en fait appris à donner mais pas à recevoir. Et du coup, le travail, il sera de réussir à laisser l'autre nous donner, nous apporter tout l'amour que nous nous apportons aussi à nous-mêmes et recevoir à la hauteur, en fait, à cette hauteur-là. Et du coup, on pourrait avoir des mécanismes du passé qui reviennent sur cette notion de légitimité à recevoir autant. Personnellement, en tout cas, moi, à mes débuts de ma relation actuelle, je me rappelle que je pleurais tellement, car déjà, j'étais choquée de voir autant de bonté. Et du coup, mon partenaire, il m'a vraiment réconciliée avec l'image erronée que j'avais projetée par le passé sur le masculin. Le deuxième type de comportement qu'on pourrait voir apparaître aussi, c'est la fuite. On pourrait avoir peur en fait que le lien devienne trop intense ou nous fasse perdre cet équilibre personnel qu'on a réussi à reconstruire. Du coup, on pourrait développer une forme de réflexe de protection avant même que la douleur arrive. On peut se dire, vaut mieux partir, vaut mieux y aller qu'être à nouveau abandonné. Donc ça peut se traduire par un retrait soudain, de la froideur, de la distance, mais on peut même le faire inconsciemment. Et le troisième comportement également qui peut être demandé à être rééquilibré, c'est le contrôle. Vouloir tout anticiper pour éviter la douleur. Ça vient également d'un passé où le manque de fiabilité de l'autre rendait le contrôle la seule façon de se sentir en sécurité. Puis comme ensuite on a réussi à forger une belle carapace d'indépendance, on peut avoir du mal à laisser pleinement l'autre rentrer dans notre vie et nous montrer en fait qu'on peut compter sur lui. En tout cas, je suis passée par ces phases-là. Et ça serait vous mentir si je vous disais qu'aujourd'hui, tout cela est totalement équilibré. Même après plus de 4 ans de relation, parfois on peut se sentir activé. Et ne pensez pas que toutes les relations qu'on voit sur les réseaux sociaux, autour de nous, ont totalement, on va dire, trouvé leur équilibre parfait. Dans la vraie vie, c'est pas vraiment ça, qu'on se dise les choses. C'est un processus qui est long, qui se travaille vraiment dans la durée. Et je sais pas s'il est éternel, mais je pense que dans tous les cas, tant qu'on est ici, on va venir refléter des choses chez l'un et l'autre. Et c'est comme le travail que l'on fait sur nous-mêmes. Ce travail-là, il va jusqu'au bout, au bout de cette vie-là. Et ce travail, il est surtout pas linéaire. Il y a des hauts, il y a des bas. Parfois, on reproduit aussi les mêmes erreurs, on retente. Et là, en fait, c'est la même chose, mais on le vit en parallèle avec l'autre. Et je pense que c'est important d'apporter un peu d'humilité de ce côté-là pour pas vous laisser happer aussi par les illusions. Et c'est important pour moi d'apporter cette transparence avec vous parce que parfois on idéalise la relation, on pense que ça y est, le chemin est derrière nous, ça ne sera que beauté, harmonie, etc., etc. Mais non, c'est pas le cas. Et c'est important aussi d'en avoir conscience avant même de vouloir s'engager dans une relation. Mais ce que je sais, c'est que ça vaut la peine. Vraiment la peine. Le principal, c'est que quand on ressent ces mécanismes s'activer, c'est de prendre le temps de les communiquer avec l'autre. Ce qu'il faut retenir aussi, quand on rencontre cet amour sain, ces comportements de culpabilité, fuite, contrôle, ne sont pas des preuves qu'on n'est pas prête ou pas faite pour l'amour, mais juste des restes de stratégies de survie. Le travail, c'est d'apprendre à désactiver ces mécanismes petit à petit en se donnant le droit d'aller à son rythme, de recevoir sans se sentir coupable, de communiquer ses peurs avec authenticité.
C'est une rééducation du cœur et du système nerveux. Passer du mode survie en mode sécurité relationnelle. Puis au fond de nous, on le sait maintenant, hein, qu'on peut y aller, qu'on peut oser se montrer vulnérable, parce qu'on a réussi à pleinement aller dans cette vulnérabilité avec nous-mêmes. La vie nous invite simplement à passer à l'étape supérieure pour nous montrer que nous sommes prêtes et prêts à vivre un amour grand, sacré et profondément transformateur. Un amour où on se sent libre, soi-même et dans l'authenticité pure. Un amour où on est prêt en fait à relever les défis ensemble. On vit alors cette unité en soi, mais aussi dans le couple, une manifestation terrestre de la réunion des polarités équilibrées, qui est l'expression de l'amour divin. J'aimerais alors qu'on finisse avec une prière pour celles et ceux qui sont célibataires ou en couple, et qui veulent reconnecter un amour pur, sincère et authentique. Je vous laisse fermer les yeux, prendre une grande inspiration, expiration, et juste vous laisser traverser par mes mots et le bruit du tambour. Divine présence, source de vie et d'amour, entends aujourd'hui l'appel de mon cœur, que je sois seule ou accompagnée, guide-moi sur le chemin de la vérité affective. Aide-moi à me libérer des illusions, des blessures, des peurs et des attentes qui faussent ma vision de l'amour. Je choisis d'ouvrir mon cœur à la sincérité, à la tendresse vraie, à la beauté de l'âme. Que l'amour qui m'habite soit clair et limpide, qu'il me nourrisse, qu'il m'élève et qu'il se manifeste dans mes relations présentes ou à venir. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans le podcast de Mystical Traders.